Le jeudi 15 décembre 1994, une étudiante belge va totalement disparaître à quelques jours de Noël. Cette disparition est l'une des plus mystérieuses connues en Belgique. Alors installez-vous confortablement pour écouter la triste histoire de Sylvie Carlin et de sa famille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors je commence juste la vidéo par vous rappeler que si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et activer la cloche, comme ça vous recevrez des notifications de quand je sors une vidéo. Pour ce qui est de l'histoire, nous allons nous rendre en 1994. Cette année-là, Sylvie Carlin a 19 ans et c'est une jeune fille qui étudie pour devenir infirmière. Elle habite à Roucourt dans la commune de Pérué avec sa sœur et sa mère habite non loin de là, à seulement 2,5 km, donc dans la même commune, dans le même village. Sa sœur s'appelle Marie-Agnès Carlin et sa mère Anita Krull. Les faits vont se dérouler le 15 décembre 1994. On est en décembre, donc on est proche de la période de Noël et Sylvie, elle est en train d'emballer ses cadeaux de Noël. En fin de matinée, Sylvie, elle va recevoir un appel de sa maman et sa maman lui explique qu'elle est tombée et donc Sylvie va un petit peu être inquiète et va se rendre chez sa maman à pied. Comme je le disais, elle habite seulement à 2 km de là, donc Sylvie peut faire le trajet à pied assez facilement et assez rapidement. Sylvie va passer un petit peu de temps avec sa maman et sa maman va bien, la blessure n'est pas vraiment grave et donc à 16h30, elle va décider de repartir chez sa sœur. Le trajet est de 2 petits kilomètres seulement, mais le problème c'est que c'est sur ces 2 petits kilomètres que Sylvie va complètement disparaître. En fait, Sylvie va disparaître, mais personne ne va rien faire pendant quelques heures et c'est normal parce qu'en fait, la sœur de Sylvie, donc Marie-Agnès, va croire qu'elle est chez leur mère et leur mère croit que Sylvie est bel et bien rentrée chez sa sœur. Et donc, aucune va penser à confirmer que Sylvie est bel et bien rentrée à la maison, donc personne ne va s'inquiéter. C'est seulement quelques heures plus tard que la famille va commencer à s'inquiéter et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider d'aller voir la police. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je le redis ici, les premières heures après une disparition sont les plus importantes. Quand la famille de Sylvie va se rendre à la police, la police va dire que Sylvie est majeure, elle a 19 ans, qu'on doit attendre 48 heures avant de signaler sa disparition. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de preuves qu'on peut perdre en 48 heures et la vie qu'on met en danger. Bref, du coup le commissariat n'a pas pris l'affaire au sérieux et j'ai même lu dans mes recherches qu'un policier aurait dit que ce n'était peut-être qu'une simple histoire de fesses, c'est-à-dire que Sylvie aurait fugué ou voilà, elle serait partie rejoindre un amoureux ou elle aurait eu une peine de cœur, enfin voilà, genre. Comme elle a 19 ans, qu'elle est un petit peu adulte mais qu'elle peut encore être en crise d'adolescence, la police, ils prennent pas ça au sérieux, ils se disent elle va revenir la nuit ou elle va revenir dans les 2 jours, c'est sûr. Comme la police ne faisait rien, les premières recherches vont être faites par les amis de Sylvie. Et ces amis vont vite récolter un témoignage vraiment important. En fait, une amie de Sylvie va se manifester et va expliquer qu'elle l'a vue le jour de sa disparition à 18h30 sur le pont de Roucourt. Elle explique qu'elle a simplement vu Sylvie sur le pont en train de fumer une cigarette et qu'il n'y avait rien qui paraissait anormal. Elle s'est même pas arrêtée pour lui parler et ça fait que cette amie est la dernière personne à avoir vu Sylvie en vie. Il faut se rappeler que Sylvie est partie de chez sa maman à 16h30 et qu'elle a été aperçue sur le pont à 18h30. Donc 2 heures après, on a le droit de se demander qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures? Parce que normalement, on fait beaucoup plus que 2 km en 2 heures. Et là, elle était sur le pont, comme ça, comme si elle attendait quelque chose. Donc je trouve ça assez mystérieux. Et d'ailleurs, la famille va trouver ça très mystérieux aussi. Par contre, la police, ça ne va pas plus que ça les alarmer. Ils ne vont toujours pas réagir et les amis et la famille de Sylvie vont décider d'appeler la presse. Une fois que des articles sur Sylvie Carlin ont été publiés dans la presse, ça a mis un petit coup de pression au commissariat de police et donc ils ont publié un avis de recherche. La police va publier l'avis de recherche en expliquant que Sylvie Carlin a disparu à Roucourt. Or, elle a disparu à Roucourt. Donc, Roucourt, c'est une ville en région liégeoise. Donc, c'est séparé de 150 km. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, vous pouvez comprendre que c'est à 2 pôles opposés du pays. Donc, c'est une énorme erreur et cette erreur va rester là un bon moment. L'affaire a été si peu prise au sérieux que Anita, la maman de Sylvie, a été en contact avec la police judiciaire de Tournai seulement en février 1995. Donc, 3 mois après la disparition de sa fille. Mais directement, la police judiciaire va encore affirmer qu'il s'agit d'une fugue ou d'un
suicide. Pourtant, la famille et les amis de Sylvie restent persuadés que c'est impossible que Sylvie ait fugué ou se soit suicidée. Tout allait bien pour Sylvie, elle était même en train de préparer des cadeaux de Noël, donc elle se projetait quand même dans le futur, et ça n'aurait aucun sens qu'elle se soit suicidée ou qu'elle soit partie comme ça sans donner de nouvelles, ça lui ressemblait absolument pas. Sylvie n'avait jamais été diagnostiquée dépressive et tout allait bien au niveau de sa santé mentale, mais la police s'est directement dit que quand même elle était sans doute dépressive, et à l'époque, et surtout quand il s'agit de femmes, la police remet tout sur le fait que la personne était sans doute dépressive et s'est suicidée. C'est plus facile pour la police, mais évidemment, ça doit être atroce pour la famille qui doit maintenant se débrouiller seule. On est en 1995 et la police judiciaire va rendre un rapport officiel pour dire que Sylvie était bel et bien dépressive et que juste après que son amie l'ait vue sur le pont, elle se serait jetée dans le canal. Pourtant, tout le canal va être fouillé et on ne va strictement rien retrouver. À partir de là, des enquêteurs vont se pencher sur la famille de Sylvie pour essayer de trouver des preuves de sa dépression et pour essayer de voir si quelqu'un de sa famille n'aurait pas pu déclencher quelque chose, et ils vont se rendre compte que le beau-père de Sylvie, donc le compagnon d'Anita, sa maman, est une personne un petit peu portée sur la bouteille, disons, et il s'entendait peut-être pas très bien avec Sylvie. Mais donc la police, en découvrant ça, vont se dire que ça appuie encore plus l'hypothèse de la fugue ou du suicide. Après ça, c'est en 1997 que le dossier va être réouvert parce qu'il va y avoir des rumeurs comme quoi la maman de Sylvie, Anita, aurait retrouvé des taches de sang dans son grenier. Donc la police va aller voir et ils vont bel et bien trouver des traces de sang qui vont être analysées, et en fait il s'agissait du sang d'un animal. Le dossier ne progressera pas et restera classé. La police va se dire que peut-être Sylvie aurait pu être victime de Dutroux ou de Fourniret, Fourniret aussi appelé l'ogre des Ardennes, et ils vont essayer d'enquêter un petit peu par là, mais l'enquête ne va pas aller très loin et au final on va se dire que non, Sylvie n'a sans doute pas été enlevée ou tuée par Dutroux ou Fourniret. En fait, il y a quand même une coïncidence qui semble un peu bizarre. Du côté maternel de Sylvie, sa famille habite à Sunny. Et à Sunny, c'est là où Michel Fourniret avait un château, en fait, qu'il avait acheté. Sylvie allait quand même assez souvent voir la famille de sa maman à Sunny, et donc on se dit que peut-être elle aurait pu croiser là-bas la route de Fourniret, et il aurait peut-être eu un flash sur elle et l'aurait suivi et l'aurait kidnappée à un moment donné. Après, on se base énormément sur des si, donc on ne pouvait pas aller plus loin dans le dossier et on s'est arrêté à là. Après ça, le dossier sera de nouveau fermé. En 2004, la sœur de Sylvie, Marie-Agnès, va prendre les choses en main parce qu'elle n'en peut plus que l'affaire n'avance pas. Elle va contacter plusieurs médiums qui vont essayer de retrouver sa sœur, qu'elle soit vivante ou décédée, et il y en a une parmi tous ces médiums qui va pouvoir lui donner des informations. Cette médium va en fait dire qu'elle a eu un flash et qu'elle pense qu'il y a des habits qui sont enterrés quelque part et que ces habits auraient un lien avec Sylvie. La médium va ensuite dire qu'elle a eu un autre flash, qu'elle pense que les habits sont enterrés dans la région de Verviers, et elle va finir par arriver à mener la sœur de Sylvie à l'endroit où il fallait creuser. Ils vont creuser et ils vont effectivement retrouver deux habits, un chemisier rouge et des bas qui appartenaient sans doute à une jeune fille. Après ça, la médium et Marie-Agnès vont remettre leurs trouvailles à la police. Alors on sait que ces vêtements ne sont pas les vêtements que Sylvie portait le jour de sa disparition, mais on peut se dire que dans le cas d'un enlèvement, eh bien on aurait pu lui faire porter ces vêtements avant sa mort ou avant qu'elle puisse se libérer, enfin voilà. Les enquêteurs, encore une fois, ne vont pas prendre ça au sérieux, c'est vrai, il s'agit d'habits rapportés par une médium, ils vont prendre leur temps et c'est seulement 6 ans plus tard qu'ils vont dire que ces habits n'appartiennent pas à Sylvie. Bon, on sait pas vraiment sur quoi ils se sont basés, ils ont pas donné plus d'informations. En 2008, il va y avoir une petite victoire pour la famille de Sylvie parce que la justice va reconnaître que Sylvie s'est sans doute fait enlever et aurait été victime d'un acte intentionnel de violence. L'hypothèse de la fugue ou du suicide sera réfutée. En 2017, la justice prononcera un non-lieu et le dossier sera fermé définitivement. Anita Krull, la maman de Sylvie, va décéder en 2020, donc c'est assez récent, et la pauvre va mourir en ne sachant jamais la vérité sur sa fille. En 2019, à l'âge de 83 ans, elle avait encore donné une interview en disant qu'elle ne vivait que pour retrouver sa fille ou pour connaître la vérité. On ne peut rien savoir de ce qui se passe. On vous prévient qu'il y a ci ou qu'il y a ça. Et puis, on est aussi bien 1 an ou 2 sans avoir de nouvelles, sans quoi que ce soit. C'est toujours qu'on revienne toujours avec le même leitmotiv que la piste privilégiée, c'est qu'elle s'est suicidée. Mais alors pourquoi on ne la retrouve pas? Qu'on m'explique ça, c'est une histoire que je ne comprends pas du tout. Quelqu'un qui se suicide ne se cache pas. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Où est-elle?
que je puisse au moins dire, bon ben maintenant ma fille, je sais te mettre à une place, que tu te reposes, je sais où tu es. Et je crois que même dans ce cas-là, ce serait quelque part un soulagement. La sœur de Sylvie, Marie-Agnès, et des parents éloignés de Sylvie se battent encore aujourd'hui pour essayer de rétablir la vérité et que le dossier soit réouvert. Malheureusement, on n'en saura pas plus et l'histoire de Sylvie s'arrête ici. Il est possible qu'elle soit encore vivante, elle aurait 46 ans aujourd'hui. Alors pour moi, c'est vraiment important de se sensibiliser à cette histoire et de se dire que peut-être vous l'ayez croisée un jour sans vraiment faire attention. Sylvie mesure 1m70, elle aurait donc 46 ans aujourd'hui. Elle était de corpulence mince et avait les cheveux de couleur châtain clair et long au moment de sa disparition. Il y a plein d'histoires où des gens ont été retenus en captivité et ont finalement été retrouvés, donc il faut vraiment pas perdre espoir et tant qu'on n'a pas trouvé de corps, Sylvie peut toujours être en vie. Sinon, n'hésitez pas à me donner des théories ou des informations en plus si vous en avez dans ma barre de commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous a touché, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir, et de vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous intéressent et si vous voulez en voir plus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!